Bonjour à tous. On va commencer si vous êtes d'accord. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est tout bon. Ouais, super. Merci Charlotte. Donc, quelques consignes avant de commencer. Donc là, on va faire une petite présentation dans le cadre du forum des formations de VetaGrossup pour découvrir la chaire bien-être animal et ses actions. Alors, c'est pas vraiment une formation, mais c'est vrai que VetaGrossup est identifié pour ses activités en faveur du bien-être animal et son expertise dans cette thématique-là. Donc, on trouvait intéressant de vous le présenter, d'autant plus que la chaire peut intervenir dans les formations de VetaGrossup et également que certains étudiants interviennent dans le cadre de la chaire bien-être animal. Alors, vous n'avez pas accès à votre micro et votre caméra. Je vous demande de poser les questions que vous avez par écrit dans le chat à droite de votre écran. Et puis, j'y répondrai à la fin de ma présentation. Ma présentation va être relativement courte pour que, si vous avez des questions, vous ayez le temps de les poser. Alors, je vais vous présenter la chaire bien-être animal, mais je ne vais pas faire un cours sur le bien-être animal, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quelles sont les actions à privilégier ou pas. Éventuellement, on pourra en discuter un petit peu pendant la phase de questions. Alors, le bien-être des animaux, c'est une attente sociétale qui est extrêmement forte, de la part tout d'abord des associations de protection animale. Hein. Alors là, je vous ai mis deux visuels, un de Well Farm sur la castration des porcelets et un de L214 que vous connaissez tous sur l'abolition de la viande. C'est une attente aussi de la part des citoyens et des industriels. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à cette question-là. Et du coup, les industriels essayent de promouvoir des actions en faveur du bien-être animal. Et vous avez ici, là, une étiquette bien-être animal qui permet d'évaluer le bien-être des poulets de chair, les poulets qu'on va manger, et qui permet aux consommateurs de faire des choix éclairés de ces achats. Et puis, c'est une attente également et une réponse du gouvernement avec récemment, vous en avez peut-être entendu parler, l'adoption définitive de la proposition de loi qui vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale et qui a été adoptée très très récemment. Et donc c'est une attente à prendre en considération qui est une attente forte de la part de tous ces acteurs-là. Et donc c'est dans ce cadre-là que le ministère a lancé la stratégie nationale pour le bien-être des animaux, ici, là, 2016-2020, et qui avait la volonté d'inscrire le bien-être animal au cœur d'une activité durable. Donc, promouvoir les actions de bien-être animal en faveur des animaux, des éleveurs et des citoyens. Et donc, dans cette stratégie nationale, il y a notamment eu la création du CNR bien-être animal en 2017, CNR pour Centre national de référence. Donc, c'est un centre national qui sert de référence en bien-être animal et qui regroupe notamment l'INRAE, un institut de recherche, l'ANSES, dont vous avez peut-être entendu parler, un organisme d'évaluation des risques, les écoles vétérinaires, dont VetaGrossup, et les instituts techniques, institut d'élevage, institut d'agriculture ou institut du porc. Donc là, vous avez le logo ici du Centre national de référence pour le bien-être animal. Et ce CNR bien-être, il a trois missions principales. Une part, être une plateforme de documentation scientifique, donc on va retrouver des articles scientifiques. D'autre part, de fournir de l'expertise technique au ministère sur des questions que le ministère va se poser. Et enfin, de faire la promotion des formations initiales, donc dans les universités, les écoles vétérinaires ou éventuellement au lycée, et les formations continues à destination des acteurs que sont les éleveurs, les vétérinaires, les techniciens. Et c'est dans le cadre de la promotion des formations qu'il a été prévu de créer la chaire bien-être animal. Donc la chaire bien-être animal, elle a été créée en 2018 sous l'action du ministère, initialement pour une durée de 3 ans. Et là, on a eu un renouvellement de la durée de la création de la chaire. Alors avant de rentrer dans le détail des missions de la chaire bien-être animal, je vous présente rapidement l'équipe
de la chaire. Alors, on est une petite équipe. On a 3 enseignants-chercheurs, donc moi-même, qui suis spécialisé dans l'évaluation du bien-être animal, comment on peut évaluer de manière objective et scientifique le bien-être des animaux. Alice de Boyer-Desroches, qui elle est enseignant-chercheur plutôt spécialisée sur les aspects douleur, prise en compte et diminution de la douleur chez les animaux, et notamment chez les bovins, lorsqu'on doit les ébourgeonner, c'est-à-dire enlever les bourgeons qui vont être à l'origine des cornes. Et puis Dorothée Ledoux, qui est également enseignante-chercheuse et qui, elle, est plutôt spécialisée en médecine connectée, comment le numérique peut favoriser à l'évaluation du bien-être des animaux. À côté de ça, on a 2 jeunes chercheuses, donc Lydiane, qui a fait un doctorat sur le bien-être des porcs et qui maintenant travaille sur le bien-être des bovins au pâturage, j'y reviendrai juste après, et puis Estelle, qui est une résidente, c'est-à-dire qu'elle est vétérinaire et qu'elle se spécialise pour obtenir le diplôme européen de spécialiste en bien-être animal. Et puis à côté de ça, on a 3 personnes qui nous aident. On a une coordinatrice qui coordonne les différentes actions de la chaire pour savoir si on est cohérent, répondre aux partenaires, etc. Donc ça, c'est Amandine. On a Ilan, qui est ingénieur pédagogique numérique et qui nous fait toutes les infographies, les films, les vidéos, etc., le site internet. Et on a Marion, qui est une chargée de projet qui nous aide pour développer certaines actions et notamment les rendez-vous bien-être dont je parlerai plus tard. Alors dans le cadre de la chaire, on a aussi des étudiants qui nous aident, des étudiants qui ont inscrit dans leur projet professionnel d'aider la chaire bien-être animal, et également des étudiants qui nous aident pour le montage vidéo. Et puis à côté de ça, on travaille avec différents partenaires et experts que je ne citerai pas là, mais on pourra y revenir si vous avez envie. Donc des gens qui travaillent à AgroParisTech, l'école d'ingénieurs agronomes de Paris, Oniris, l'école vétérinaire de Nantes, des gens du ministère, des vétérinaires, des labos, des scientifiques ou encore des industriels. Alors cette équipe, elle a 3 missions principales. 1, produire de la connaissance scientifique. Il faut toujours améliorer les connaissances scientifiques. 2, former et informer le maximum de personnes. Et 3, essayer de faciliter les échanges entre les différents acteurs, parce que nous ne pourrons améliorer le bien-être que si nous sommes capables de nous parler les uns avec les autres. Alors dans les 3 missions, la première, produire de la connaissance scientifique. On a 3 axes privilégiés. Le premier, l'axe qui est le plus développé actuellement, c'est être capable d'évaluer le bien-être au pâturage. On a des moyens d'évaluer le bien-être des animaux quand ils sont dans les bâtiments. C'est relativement facile, mais quand ils sont au pâturage, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est plus difficile. Nous, là, pour l'instant, on se focalise d'abord sur les bovins, et notamment les bovins qui produisent du lait, donc les vaches laitières, et comment on peut évaluer le bien-être des vaches laitières lorsqu'elles sont au pâturage. Alors, dans la tête de la majorité des gens, le bien-être quand les animaux sont à l'extérieur est optimal, et ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre des conditions. Et un exemple assez facile, c'est que quand il fait 30-35 degrés, les animaux ont trop chaud, et donc leur bien-être n'est pas optimal. Et donc, nous, on cherche à développer des outils scientifiques et validés qui permettent d'évaluer concrètement le bien-être des animaux au pâturage. Le deuxième axe, c'est à l'école vétérinaire, avec AgroSup, on a des bovins qui sont hospitalisés, qui viennent là pour être guéris. Et donc, on a mis en place, on est en train d'évaluer des outils. Donc là, vous avez un collier connecté qui nous permet d'avoir un certain nombre de données pour suivre ces bovins hospitalisés, savoir quand est-ce qu'il va falloir intervenir, quand est-ce qu'on va pouvoir les rendre à leurs propriétaires, etc., etc. Le troisième axe, c'est l'entraînement aux soins, qu'on appelle aussi le medical training. Alors, vous connaissez ça vraisemblablement chez les animaux de zoo. Il y a des documentaires qui montrent comment un éléphant est capable de donner la patte pour recevoir une injection, par exemple. Et donc, nous, on a Alice de Boyer-Desroches qui fait des études et de la formation au medical training, notamment sur les chevaux. Donc ça, c'est la partie produire de la connaissance scientifique. On participe à la science public. Le deuxième axe, c'est là où on est peut-être le plus visible et où on a le plus d'activité, c'est former et informer le maximum de personnes, quel que soit leur niveau, quels que soient les publics, on essaye de former et d'informer pour apporter
une idée objective et pragmatique du bien-être animal, loin de tous les stéréotypes ou de toutes les émotions qu'il peut y avoir derrière cette notion-là. Donc on a fait un MOOC, un cours massif en ligne ouvert à qui le souhaite. Et donc là, je vous ai mis la photo de la session 4. On va commencer le 15 décembre la session 5. Et donc vous pouvez vous inscrire si vous voulez vous former au bien-être animal, c'est gratuit et c'est accessible en ligne. On a pour l'instant eu un peu plus de 20 000 personnes qui se sont inscrites et environ 2200 personnes qui ont obtenu l'attestation de suivi du MOOC. On fait des rendez-vous bien-être. Donc là, des rendez-vous bien-être, c'est tous les mardis en lien avec VetaGrosSup, avec la communication de VetaGrosSup. Donc ça se passe sur les réseaux de VetaGrosSup et c'est pour faire tous les mardis une petite information sur le bien-être animal. Qu'est-ce que c'est que le bien-être animal? Quelle est la proposition de loi contre la souffrance animale? Qu'est-ce qu'elle comporte? Etc. etc. Là, on a fait, par exemple, ces derniers temps, on a fait le décryptage de la loi sur la maltraitance animale. On édite une newsletter tous les mois, qui est une revue de presse des différents articles grand public qui parlent du bien-être animal, pour avoir une vision un petit peu de qui parle de bien-être animal et quelles sont les avancées, quelles sont les problématiques. Et dans cette newsletter, on fait une idée reçue. On a traité pour l'instant 3 idées reçues du public auxquelles on essaie d'apporter des réponses. La dernière, c'était est-ce que les chats peuvent boire du lait ou ne peuvent pas boire du lait? C'est fréquent qu'on voit des propriétaires donner du lait aux chats et la question c'est est-ce que c'est compatible ou pas. Celle d'avant, c'était le confort thermique chez les bovins. Là, en ce moment, il commence à faire froid. On voit des vaches à l'extérieur et puis on se dit ah, elles ont froid, elles ont froid. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Elles n'ont pas le même confort thermique que nous. Donc, on essaye de déconstruire des idées reçues tous les mois dans le cadre de cette newsletter. Et vous pouvez vous inscrire pour la recevoir par mail tous les mois. Et donc, pour s'inscrire, il faut aller voir le site internet. On a un site internet. Vous tapez Cher Bien-être Animal sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez trouver le site internet dans lequel il y a un certain nombre de ressources, des vidéos, des infographies, des documents, etc. pour mieux vous former et vous informer au bien-être animal. La formation, on fait de la formation à différents publics, donc on fait de la formation sur la prise en compte de la douleur, que ce soit auprès des éleveurs ou auprès des vétérinaires. On fait de la formation medical training, comment on peut mieux utiliser le comportement des animaux pour interagir avec eux, et donc là on le fait chez les équidés. On fait des formations relations humain-animal, comment mieux prendre en compte le comportement des animaux et adapter notre comportement pour pouvoir mieux les traiter. Et puis, il nous arrive rarement, parce qu'on est assez peu nombreux, d'intervenir dans les lycées et également dans les écoles vétérinaires ou les écoles d'ingénieurs. Donc, le but, c'est vraiment de former, d'informer le maximum de personnes pour avoir une approche qui soit la plus scientifique possible de cette question qui est une attente sociétale extrêmement forte. Le troisième point, c'est de favoriser les échanges avec les acteurs. Et donc là, on intervient et on organise des conférences. Donc là, on avait une conférence, c'était l'année dernière, il y en a eu d'autres depuis, qui était en lien avec une autre chaire qui s'occupe des technologies de l'information et de la communication dans le monde agricole. Et donc là, c'était comment le numérique peut aider au bien-être animal. La photo qui est là, c'était une conférence destinée à l'ensemble de la profession vétérinaire et c'est comment les vétérinaires peuvent être impliqués, mieux impliqués dans le bien-être animal et qu'est-ce qu'on attend des vétérinaires sur cette question-là. Dans les échanges avec les acteurs, on a des échanges avec les autorités compétentes, c'est-à-dire les services publics, notamment le ministère. Et là, on est en train de travailler avec le ministère sur la nouvelle stratégie nationale pour le bien-être animal. Alors bien sûr, on ne travaille pas tout seul dans cette stratégie. Il y a les organisations, associations de protection animale, il y a les représentants des éleveurs, les représentants des vétérinaires, etc. Mais la chaire bien-être animal apporte son expertise dans le cadre de cette stratégie nationale. De la même manière, il y a une agence européenne d'évaluation des risques qu'on appelle l'EFSA. Et là,
on a des collègues qui interviennent auprès de l'EFSA et notamment sur certains groupes de travail pour apporter une expertise et une spécificité du bien-être animal et de l'élevage en France. Et puis on est aussi intervenu dans le cadre, par exemple, du Parlement européen pour donner notre point de vue sur la stratégie européenne sur le bien-être animal et comment on peut améliorer la prise en compte du bien-être des animaux au niveau européen. Ensuite, on a des projets avec des partenaires dans les échanges avec les acteurs. Donc là, par exemple, pour ceux d'entre vous qui sont lyonnais, si vous êtes lyonnais, il y a eu la mise en place de la forêt d'Asie, qui est un nouvel espace dédié aux animaux, et dans lequel il y a eu un transfert des gibbons. Les gibbons, ils étaient dans une petite volière, et ils ont été transférés dans cette volière-là. Et donc, on accompagne le zoo du parc de la Tête d'Or pour voir si la nouvelle volière répond effectivement à une amélioration du bien-être animal. On pense que oui, mais il faut le vérifier. Et donc, on fait une évaluation du comportement dans l'ancienne volière, ça c'est fait, et on est en train de faire une évaluation du comportement et du bien-être animal dans la nouvelle volière. Et donc là, c'est un étudiant, enfin une étudiante, Charlotte, qui nous aide et qui fait son doctorat vétérinaire sur cette question-là. On travaille aussi avec Danone sur des fermes pilotes, c'est-à-dire on va mettre en place des nouvelles pratiques, tester ces nouvelles pratiques, et si elles sont efficaces, après les proposer au plus grand nombre des éleveurs pour améliorer le bien-être des animaux. Mais je le répète, en tenant compte aussi du bien-être de l'éleveur, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et puis on fait des conférences aussi, par exemple, un dernier exemple, chez Boehringer Ingelheim, qui est un labo vétérinaire, et donc l'idée c'est d'apporter une culture du bien-être animal, une culture scientifique du bien-être animal aux collaborateurs de Boehringer Ingelheim. Alors ils en ont déjà une, mais il faut aller un peu plus loin, et donc on les accompagne là-dedans pour aller plus loin. Et enfin, le dernier élément que je voulais vous préciser sur les échanges avec les acteurs, c'est qu'avec AgroSup, on a la spécificité d'avoir un résidanat vétérinaire. Si vous avez suivi les précédentes conférences sur les formations vétérinaires, vous savez qu'après le diplôme vétérinaire, on peut se spécialiser pour obtenir le diplôme de spécialiste européen. Et donc, avec AgroSup, on a un résidanat vétérinaire pour que des étudiants, on en a une et on est en recrutement pour en avoir un deuxième, puissent obtenir le diplôme de spécialiste européen du bien-être animal, de l'éthique et de la réglementation. Et après, ces personnes-là puissent intervenir au titre de spécialiste. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous propose, alors ça a été rapide, mais l'essentiel c'était de pouvoir avoir un peu de temps pour les échanges. Donc, première question d'Eva. Cette chaire bien-être, c'est une spécialisation durant les études ou une option? Alors, en fait, c'est un des services de VetAgroSup qui intervient à VetAgroSup, je vais y revenir, et qui intervient à l'extérieur de VetAgroSup. Les étudiants, ils ne choisissent pas la chaire bien-être animal. D'accord? C'est un service de VetAgroSup. Par contre, nous, les enseignants de la chaire, on intervient dans le cursus. Et notamment en deuxième année, tous les étudiants du cursus vétérinaire ont une unité d'enseignement, une UE, spécifique bien-être animal, dans laquelle on aborde le bien-être des animaux de rente, le bien-être des équidés, le bien-être des carnivores, la réglementation, etc., etc., pour que tous les étudiants vétérinaires, donc tous les futurs vétérinaires, soient formés au bien-être des animaux. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, ce n'est pas une option, ce n'est pas une spécialisation pendant les études. Ça peut être une spécialisation après les études, mais là, c'est limité à très peu d'étudiants. Pour l'instant, on en a 2 avec AgroSup et il y en a 2 autres en France. Donc, c'est très, très limité. Mais par contre, tous les étudiants ont des cours sur le bien-être des animaux. Quels sont vos critères pour évaluer le comportement pour savoir, pour pouvoir dire s'il est bien ou non? Alors, le bien-être animal, c'est ce qu'on appelle un concept multicritère. Globalement, il y a 5 libertés, 5 grandes catégories à respecter pour garantir le bien-être des animaux. Le premier, c'est l'absence de faim et de soif. Il ne faut pas que les animaux souffrent de la faim et de la soif. Le deuxième, c'est l'absence d'inconfort. Le troisième, c'est l'absence de douleurs, blessures et maladies. Le quatrième,
c'est la liberté d'exprimer le comportement propre à l'espèce. Le comportement de fouissage chez le porc, par exemple, pour qu'il fouisse le sol. Le comportement de perchage chez les volailles qui se perchent. Et enfin, la cinquième des libertés, c'est l'absence de peur et d'anxiété. Donc, le bien-être, c'est un concept multidimensionnel. Il y a 5 libertés, pour faire simple, qu'il va falloir évaluer. Et pour chacune de ces libertés, on a des indicateurs en face qui sont des indicateurs comportementaux. Après, vous dire quels sont les indicateurs comportementaux qui vont être utilisés, bah, ça dépend de l'espèce et ça dépend de l'élevage. Moi, par exemple, je suis spécialisé dans l'évaluation du bien-être des bovins. Et pour prendre un exemple, pour l'absence d'inconfort, je vais m'intéresser notamment au confort de couchage et je vais regarder le comportement de couchage. Donc, combien de temps les vaches, elles mettent à se coucher? Est-ce qu'elles sont couchées suffisamment longtemps dans la journée? Etc., etc. Si je m'intéresse à la relation homme-animal, qui est dans la cinquième liberté, l'absence de peur et d'anxiété, là, je vais utiliser le comportement de retrait des animaux. Et donc, savoir s'ils ont peur de moi. S'ils ont peur de moi, c'est vraisemblablement que la relation humain-animal n'est pas optimale et qu'elle pourrait être améliorée. Alors, On a une question sur les conférences et les travaux, de savoir si ceux que tu as mentionnés dans ta présentation sont accessibles et comment. ouais, il y en a de très nombreuses accessibles. Vous pouvez en trouver sur le site de la chaire bien-être animal ou sur les réseaux. Il y en a, il y en a pas mal d'accessibles. Après, on fait aussi des petites vidéos sur le YouTube de VetAgroSup, des petites vidéos courtes. Parce qu'on sait que des fois, des conférences d'une heure et demie, tout le monde ne les suit pas. Et donc, on a fait des petites vidéos de 3, 4, 5, 6 minutes pour les gens un peu plus pressés. Et après, ils pourront aller plus loin avec les conférences. Et puis après, sinon, il y a toujours le MOOC. Alors, le MOOC, par contre, c'est un investissement un peu plus important, hein. Il y a, je sais plus, une vingtaine de vidéos de 10 minutes. Donc c'est un peu plus long, c'est un peu plus long à suivre, mais par contre là, ça vous apporte une notion beaucoup plus exhaustive. On a après une question sur l'école du coup de VetAgroSup, savoir si toutes les écoles proposent ce niveau de formation au bien-être ou si grâce à la chaire bien-être animal, il vaut mieux privilégier VetAgro si on veut s'intéresser à ces sujets-là. Toutes les écoles vétérinaires forment au bien-être animal. Euh, Ça fait partie du référentiel de compétences. Donc toutes les écoles forment au bien-être animal. Avec AgroSup, on est un peu plus identifié bien-être animal que les autres. De là à dire que vous serez mieux formé, je ne sais pas. Par contre, vous aurez peut-être plus la possibilité de faire une thèse en lien avec le bien-être des animaux ou de travailler avec l'achat bien-être animal. Mais je ne suis pas sûr que le choix d'une école doit se faire uniquement sur ce critère-là. Il y a l'école vétérinaire de Nantes aussi qui aborde beaucoup la notion de bien-être animal. Donc on est tout à peu près équivalentes. C'est vrai que nous, on est la seule école à avoir une chaire bien-être animal, mais toutes les écoles forment au bien-être animal. Et sur la même question un peu de formation, dans le cadre de la personnalisation du cursus, Marie-Hélène demande quelles sont les activités, stages complémentaires ou engagements étudiants ou des modules qui seraient proposés par la chaire bien-être animal. Est-ce qu'il y en a? Eh ben, Marie-Hélène est déjà très au courant de la personnalisation du cursus. Donc effectivement, nous, les étudiants qui nous aident pour la chaire bien-être animal, c'est dans le cadre de la personnalisation du cursus pour que ça leur rapporte des crédits ECTS. Et donc là, cette année, on en a 2. Il y en a un troisième qui nous aide plutôt sur les montages vidéo. Et donc là, on en a 2, ces étudiants. Ils travaillent avec nous, en fait, sur de la recherche biblio, on les a fait aussi travailler là sur une enquête de perception des étudiants vis-à-vis du bien-être animal. Donc ils viennent dans le service de temps en temps pour travailler avec nous et c'est dans le cadre de la personnalisation du cursus. Après, il y a des stages bien-être, des stages complémentaires bien-être, il n'y en a pas vraiment. Je vous l'ai dit, il y a aussi Charlotte qui nous aide sur le zoo du parc de la Tête d'Or. Après, on est
quand même une équipe relativement jeune, hein, 2018, puis le temps de se mettre en place. On a commencé véritablement en 2019. Donc, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit et qu'on est en train de développer de plus en plus. Un peu autour du sujet toujours de la formation, de savoir s'il y a une spécialisation sur le comportement animal. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tout compris, mais on a parlé d'une formation diplômante sur le BEA. Peut-on la faire en dehors des ENV? Alors, sur la spécialisation en comportement, il y a le Résidana est une spécialisation en bien-être et comportement. Après, il n'y a pas de spécialisation en comportement. Il y a des enseignements en comportement, pareil. En deuxième année, il y a un module très général sur l'éthologie, donc la science du comportement, dans lequel j'interviens notamment. Après, il y a des consultations en comportement en comportement, donc évaluation du comportement. Il n'y a pas de spécialisation en comportement. Et après, pour la formation diplômante sur le BEA, c'est pour l'instant le diplôme de spécialiste, le diplôme de résident, qui est un diplôme, une formation diplômante, mais on n'a pas encore, au niveau des ENV, de formation diplômante au bien-être animal. Après, il y a des masters qui proposent du comportement, il y a des diplômes d'université sur la réglementation en bien-être, par exemple, mais nous, avec AgroSup, on n'a pas encore de formation diplômante bien-être animal. On est en train d'y réfléchir et de la mettre en place en partenariat avec l'école vétérinaire de Nantes, de faire un diplôme inter-établissement relatif au bien-être animal. Je remonte un tout petit peu dans les questions. On avait une question de Clémence qui demandait de revenir sur les outils numériques au service du bien-être animal et de savoir qu'est-ce qui est aussi en lien avec la chaire agrotique. Alors la chaire agrotique, c'était pour l'instant, on n'a pas de collaboration avec elle. Là, c'était plus un regard croisé sur bien-être et numérique. Eux, c'était une conférence, ils apportaient plutôt une expertise sur le numérique, nous sur le bien-être animal, et on croisait les deux. Et quels sont les outils par exemple, on a des colliers qui mesurent l'activité des bovins, la position des bovins, et donc on va pouvoir savoir si, quand ils sont en pâturage, ils sont plutôt actifs, plutôt couchés. On a des outils, donc on a aussi de la localisation pour savoir quelles sont les parties du pâturage qu'ils utilisent. Voilà, on est en train de travailler dessus, hein, ces outils numériques qui sont assez récents pour la plupart. Et donc, nous, il faut qu'on les valide. Donc, on les valide aussi bien au pâturage que dans les hôpitaux et savoir quels sont les bons outils. Et donc, Dorothée Ledoux, aux hôpitaux, elle a des colliers qui mesurent l'activité, mais aussi qui mesurent la fréquence cardiaque, qui mesurent la fréquence respiratoire, etc., pour pouvoir avoir des indicateurs qui soient validés. J'espère que j'ai répondu à la question. On a deux questions qui sont un peu dans la même thématique. C'est est-ce que l'absence de faim et de soif ce ne serait pas plutôt un critère de maltraitance et pas de bien-être? Et en lien avec ça, du coup, comment gérez-vous les relations avec les éleveurs? Est-ce que c'est pas délicat de faire comprendre à quelqu'un qu'il peut améliorer le bien-être de ses animaux? Alors, pour la première, en fait, on a un petit abus de langage parce que les libertés, au début, elles sont en anglais. Donc, c'est freedom of hunger. Donc, il faudrait dire la liberté de ne pas avoir soif et de ne pas avoir faim. Donc, on est plutôt dans un concept un peu plus positif plutôt que de maltraitance. Après, je suis d'accord avec vous pour l'instant. Pour de nombreux critères, alors, non. On va distinguer la maltraitance, quelqu'un qui volontairement maltraite ses animaux, du mal-être. Le mal-être, c'est une situation qui n'est pas forcément volontaire. Et effectivement, un bâtiment qui est mal conçu, une alimentation qui n'est pas tout à fait adaptée, mais pour X raison que ce soit, ça peut entraîner des signes de mal-être, mais ce n'est pas pour autant de la maltraitance. Moi, je m'intéresse au bien-être et au mal-être. Les questions de maltraitance, c'est plutôt les pouvoirs publics et notamment les inspecteurs vétérinaires qui vont aller mettre des sanctions. Ceci dit, pour répondre à votre question, on a quelques indicateurs qui permettent d'évaluer le bien-être, mais
de manière rapide et systématique, il est beaucoup plus difficile de voir si une vache est heureuse plutôt que de voir si une vache n'est pas malheureuse. Et donc, effectivement, pour l'absence de faim et de soif, on mesure la note d'état corporel et on évalue le mal-être. Et si la vache elle est trop maigre ou trop grasse, on estime qu'elle est dans un état de mal-être. Et donc, si elle n'est pas ça, on estime qu'elle est dans un état de bien-être. Je ne sais pas si je suis clair, mais donc on a plus de facilité à évaluer une absence de mal-être qu'une présence de bien-être. Donc effectivement, je rejoins votre question, votre remarque, c'est pas de la maltraitance, mais on évalue plutôt une absence de mal-être que vraiment du bien-être. Alors après, maintenant, on a des nouveaux indicateurs. Il y en a un qui s'appelle l'évaluation qualitative du comportement, où en fait, on regarde les animaux et on évalue sur une grille s'ils sont joyeux, jovial, plein d'entrain. Et au début, la première fois qu'on fait cette évaluation, on se dit, oulala, mais c'est impossible de savoir si cette vache, elle est joviale, joyeuse, etc. Et moi, je le fais avec des étudiants. Et en fait, on a à peu près tous la même perception. Donc, on est capable d'évaluer qualitativement le comportement des animaux. Qu'est-ce qu'ils émettent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Donc, on est capable d'évaluer le bien-être et c'est des outils qui se développent. Après, sur la question des éleveurs, on n'a aucun problème à parler de bien-être avec les éleveurs, parce que déjà, nous, on l'apporte de manière scientifique et pragmatique. Et puis, il ne faut pas oublier que les éleveurs, quand même, d'une manière générale, à très, 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 très grande majorité, ils ont envie que leurs animaux aillent bien. Ils n'ont pas envie que leurs animaux n'aillent pas bien. Je veux dire, ou alors c'est des rares cas de maltraitance, mais c'est voilà, c'est souvent que l'éleveur est débordé, qu'il a des difficultés financières, des difficultés personnelles, mais sinon les éleveurs, ils ont quand même intérêt et envie que leurs animaux aillent bien. Ils aiment leurs animaux. Après, il y a des cas où il y a des pratiques historiques qui font que ces pratiques ne respectent pas le bien-être. Et donc là, par exemple, le gouvernement a interdit à partir de 2022 la castration à vif des porcelets ou le broyage des poussins. Vous avez peut-être entendu parler du broyage des poussins. Ça, c'est des pratiques qui étaient historiques, qu'on a développées parce que quand on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir la population, le maximum de personnes. On voulait une autonomie alimentaire. Donc on a développé les élevages, on a dit aux éleveurs, faut produire, faut produire, faut produire. On est rentré dans un système assez industrialisé d'élevage et vraisemblablement trop industrialisé. Maintenant, on essaye de faire marche arrière, de revenir à des solutions plus pragmatiques. Mais ce n'est pas facile à mettre en place parce qu'il y a des pratiques, ça nécessite des investissements. Donc les éleveurs, ils sont volontaires pour ça. C'est facile d'en parler. Après, il faut trouver les bons moyens parce qu'il faut que ça ne coûte pas trop d'argent parce que le consommateur n'est pas prêt à payer plus généralement pour le bien-être des animaux. Donc la vraie question, c'est combien vous êtes prêt à payer plus pour le bien-être des animaux. Ça, c'est une vraie question. Et si vous êtes prêt à payer plus, eh bien, les éleveurs ils pourront améliorer les pratiques. Après, il y a des aspects réglementaires, mais il est facile de travailler avec les éleveurs et les éleveurs travaillent aussi assez bien avec certaines associations de protection animale qui sont dites welfaristes ou réformistes, qui essayent d'améliorer les conditions. Et donc, un des travaux de la chaire, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de trouver la situation, la solution qui convienne au plus grand nombre, aux animaux, aux éleveurs, aux associations de protection animale. Et du coup, une question en lien aussi, c'est de savoir si jamais vous tombez sur quelqu'un qui refuse de changer les conditions d'élevage que vous avez mis en avant, est-ce qu'il y a une moyen d'intervenir ou qu'est-ce que Non, pas à mon niveau. Alors si l'éleveur il a des pratiques ou des conditions qui ne sont pas respectueuses de la réglementation, là dans ce cas-là, il va avoir des sanctions de la part des services vétérinaires. Moi, nous, quand on intervient dans les élevages, on n'a aucun pouvoir de police pour le faire changer et on essaie plutôt d'avoir un pouvoir de persuasion. Parce que moi, je dis toujours que quand on améliore le bien-être animal, c'est gagnant-gagnant. Le bien-être de l'animal et le bien-être de l'éleveur, et également la protection de l'environnement, on pourra y revenir si vous voulez, sont étroitement liés. Quand j'améliore le bien-être animal, les animaux sont moins malades, ils vont mieux produire, ils vont avoir un meilleur comportement. Et donc,
tout ça, c'est bénéfique à l'éleveur. Et donc, moi, j'essaie de lui dire, eh ben, si tes animaux sont mieux, t'en seras mieux aussi. Voilà. Alors après, bien évidemment, quand ça nécessite des investissements de plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup plus compliqué. Puis là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le prenne en charge. Mais on est plutôt sur la persuasion et l'accompagnement parce qu'on est absolument convaincu qu'améliorer l'un améliore l'autre. On a une question d'Alicia qui voulait savoir si vous étudiez aussi le bien-être des animaux de compagnie. Oui, un petit peu, un petit peu. Donc là, dans le cadre de la stratégie nationale, on réfléchit sur les animaux de compagnie et notamment toute la problématique des chats errants, les chats errants qui vont se reproduire et qui, c'est pas bien pour leur bien-être parce que quand il y en a trop, les ressources deviennent compliquées et sont aussi une catastrophe écologique parce que les chats errants, quand il y en a trop, ça mange les lézards, ça tue les oiseaux, etc., etc. Donc là, par exemple, on travaille sur les animaux de compagnie. Dans nos cliniques, on travaille aussi sur le bien-être des animaux de compagnie. On essaye là de mettre en place un label bien-être dans les cliniques de l'école vétérinaire. Donc on travaille sur les bonnes pratiques, les bons gestes, etc., etc. Et puis après, on travaille aussi sur le bien-être des animaux de compagnie dans le cadre du CNR avec donc le Centre national de référence bien-être animal et l'école vétérinaire d'Alfort. Donc oui, on travaille. Alors, c'est pas notre spécialité la plus directe. Moi, je suis beaucoup plus spécialiste des animaux de production, mais on travaille là-dessus et en s'associant avec des experts de cette question-là. Est-ce qu'on peut intégrer l'équipe de la chaire bien-être animal dès la première année à l'ENV? À l'ENV, ouais, c'est possible. Alors, nous, on n'a pour l'instant pas du travail pour tous les étudiants, mais suivant la motivation, etc., ouais, c'est possible. Alors, pas en A1. En A1, l'année post-bac, c'est pas possible parce que le programme est très dense et c'est pas possible. Par contre, en A2, donc en deuxième année, c'est tout à fait possible. On a également une question pour en savoir un peu plus sur les partenariats avec les lycées. Alors, les lycées, on aimerait bien développer un peu plus les partenariats avec les lycées parce qu'on pense que former les jeunes, et puis les jeunes se posent beaucoup de questions sur manger de la viande, pas manger de viande, aussi bien par rapport au bien-être des animaux, mais aussi par rapport à l'impact écologique. Donc on pense que c'est important d'apporter une vision scientifique du bien-être animal. Le bien-être, c'est une science. Malheureusement, on n'est pas assez nombreux parce que quand on est trois, on ne peut pas faire le tour de la France et des lycées. Donc, deux choses. On intervient ponctuellement et donc la semaine prochaine, j'interviens en visioconférence pour le lycée du Robillard. C'est un lycée en Bretagne où il y aura, je crois, 250 lycéens qui vont assister. Ça sera une présentation courte avec des questions. Et puis, on est en train de réfléchir au développement de mallettes pédagogiques et de formation aussi des enseignants. Et il nous semble que ça serait plus efficace de former les enseignants de sciences naturelles, par exemple. Enfin, on ne doit plus parler de sciences naturelles, je suis un peu vieux, de SVT, pour qu'eux, après, ils aient des notions et qu'ils puissent former leurs étudiants. Ça serait beaucoup plus efficace, puisque nous, on ne pourra pas faire le tour de tous les lycées de France, bien évidemment, et encore moins aller hors de la métropole. Donc on aimerait bien aller là-dessus. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions en cours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur les lycées agricoles. Ah ouais, effectivement, pardon. Les lycées agricoles, donc je suis intervenu il y a un mois auprès des directeurs d'exploitation des lycées agricoles. Les lycées agricoles, ils ont tous une exploitation. Et donc, je suis intervenu auprès des chefs de l'exploitation agricole des lycées pour justement les former enfin, ils avaient déjà des notions, mais pour aller plus loin dans la formation au bien-être animal. Et là, on est en train de réfléchir avec l'inspection d'académie pour mieux former les profs de lycées agricoles pour qu'après, ils puissent former les futurs éleveurs. Donc là, c'est quelque chose intéressant. Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir le programme de SVT une partie bien-être? Ça dépend de l'académie et des inspecteurs d'académie, j'en sais rien. Je pense que
à mon avis, au même titre que des cours sur le climat, etc., c'est des points qui maintenant sont extrêmement importants. J'y serais très favorable. Donc, nous, on travaille avec les ministères, hein, ministère de la Transition écologique, ministère de l'Agriculture et l'enseignement sup, pour effectivement améliorer la formation du plus grand nombre. On a également une question d'Honorine pour savoir si le bien-être animal peut aussi se décliner lors des consultations en clinique. Par exemple, si un chien se met un peu trop en retrait lors de la consultation, est-ce que ça peut être analysé, interprété comme un mal-être? Ah, oui, oui. Alors après, il faudra plusieurs indicateurs, mais en tous les cas, ça montre un signe d'anxiété ou un signe de mauvaise relation à l'animal ou un signe d'anxiété lié à la nouveauté. Parce que bien souvent, enfin, ce qui est très stressant pour les animaux, c'est la nouveauté. Et quand ils arrivent dans un nouvel environnement, en plus, il y a des odeurs en clinique, aussi bien des odeurs d'opération, par exemple, mais aussi des odeurs des précédents animaux. Et si les précédents animaux ont été stressés, eh ben, ils ont lâché des phéromones de stress. Et donc, votre animal est stressé. Donc, effectivement, en tous les cas, on va utiliser l'observation comportementale des animaux pour pouvoir adapter le comportement et pour pouvoir mieux les gérer. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que la première chose à faire quand on ouvre la porte pour faire rentrer l'animal, c'est voir comment il explore l'environnement, comment il se promène dans l'environnement, est-ce qu'il va se mettre dans un coin, est-ce qu'au contraire il est tranquille, etc. Et donc on utilise beaucoup le comportement, oui, pour évaluer le bien-être ou le mal-être des animaux en consultation. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres pays? Oui, des pays européens. Là, on est sur un. Alors déjà, il y a des centres nationaux de référence, pas des centres nationaux, des centres européens de référence. Donc nous, on participe au centre européen de référence sur les bovins. Et puis après, on a des projets. Là, on est dans le cadre d'un projet européen donc, qui vise à faire un état des lieux sur le bien-être des bovins. Pour cette partie-là, les partenariats européens, c'est des parties très. Faut être vraiment expert. Donc moi, je vais que sur les bovins. Hein, je suis pas suffisamment expert pour être au niveau européen sur les carnivores, par exemple. Et donc là, on a un projet européen pour faire un état des lieux des problèmes qui subsistent sur le bien-être des bovins, quelles solutions on peut y apporter. Et là, on travaille avec les Autrichiens, les Suédois, les Grecs, l'Irlande et les Italiens. Voilà. Là, c'est dans le cadre de ce projet, mais j'ai aussi beaucoup de partenariats avec les Espagnols. Donc oui, on travaille avec. C'est vraiment le réseau scientifique, un réseau scientifique européen. On arrive au bout des questions. Alors avant de conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous invite vraiment hein, à aller voir sur nos réseaux, sur la chaîne YouTube de VetAgroSup, hein, sur le rendez-vous bien-être qui est mis en ligne, en lien avec Charlotte là, qui fait la modératrice, de pas hésiter à vous inscrire à la newsletter. Nous, en fait, plus on va arriver à toucher de personnes et à informer et former les gens, plus le débat il sera constructif et plus on améliorera le bien-être des animaux, le bien-être de l'homme, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre. On n'est pas encore des youtubeurs avec des millions de vues, mais on essaye de promouvoir une approche scientifique du bien-être animal. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Merci à tous en tout cas, bon courage et puis peut-être à bientôt, n'hésitez pas à nous suivre et bon week-end. Au revoir.